Nicolas Flamel était écrivain juré de l'Université de Paris. En 1357, il avait acheté un très grand et très ancien manuscrit enrichi d'enluminure. L'ouvrage, a-t-il écrit, était soigneusement relié et protégé par une épaisse couverture de cuivre repoussé, ornée de lettres et d'étranges dessins en relief. Il m'a paru que je ne saurais déchiffrer ces mots qui n'étaient ni latins ni grecs. Quant aux pages intérieures, les signes m'ont semblé avoir été gravés avec un stylet de métal sur de l'écorce. Sur la première page était tracée une dédicace en lettres d'or, suivie d'un anathème proféré à l'encontre de quiconque ouvrirait ce livre sans être prêtre ou scribe. Flamel pouvait se considérer comme scribe. Aussi s'enhardit-il à poursuivre sa lecture. L'auteur se proposait d'aider le peuple juif à s'acquitter des lourdes taxes exigées par les Romains en lui enseignant le secret de la transmutation des métaux en or. Les instructions à suivre, si elles étaient claires et précises, se référaient malheureusement toutes à l'ultime phase du processus. Mais impossible de déchiffrer ces figures à qui n'étaient pas versées dans la Kabbale. Pendant plus de 20 ans, Nicolas Flamel essayera en vain de trouver celui qui pourrait lui expliquer le sens des illustrations. Son épouse, Dame Pernelle, lui suggéra enfin de se rendre en Espagne pour y consulter un juif réputé fort savant et qui pourrait peut-être jeter quelques lumières sur cette énigme. Il se rend donc à la ville de Léon, dans le nord de l'Espagne, où il a le bonheur de rencontrer un certain maître Conches, éminent et fort savant médecin juif. En apercevant les dites gravures, ce dernier est transporté d'étonnement et de joie en reconnaissant là un fragment d'un livre qu'il croyait à jamais perdu. Il décide aussitôt de revenir en France avec Flamel afin de consulter l'ouvrage. Mais à Orléans, terrassé par la maladie, vu son grand âge, il s'éteint rapidement. Après avoir mis en terre son nouvel ami, Flamel rentre seul à Paris. Il pouvait désormais accomplir le magistère. 3 mois plus tard, Nicolas Flamel réussit sa première transmutation en or. Maître Nicolas et Dame Pernelle saurent faire bon usage de la fortune qui leur échoit. Ainsi, 14 hôpitaux, 3 chapelles et 7 églises, toutes sises en la ville de Paris, nouvellement bâties grâce à nos soins et dotées de magnifiques ornements et de revenus. Et nous avons fait à Boulogne presque autant qu'à Paris, sans parler de nombreuses aumônes que nous avons distribuées personnellement aux indigents et principalement aux veuves et aux orphelins. Après la mort de Flamel, en 1419, d'étranges rumeurs commencent à circuler. La pierre philosophale serait cachée dans l'une de ses anciennes demeures que l'on se met à fouiller fébrilement, à tel point que, de l'une d'elles, il ne reste bientôt plus qu'un tas de pierres. On raconte aussi que Nicolas et Pernelle seraient toujours vivants. Elle se serait réfugiée en Suisse, tandis qu'une simple bûche aurait été placée dans son cercueil. Lui aurait pris les mêmes dispositions concernant ses propres funérailles. Et la légende persistera au siècle suivant. Le riche alchimiste aurait conquis l'immortalité. Au XVIIe siècle, le grand voyageur Paul Lucas, qui visite l'Asie mineure, rencontre un éminent philosophe turc qui lui révèle que les véritables philosophes détiendraient le pouvoir de prolonger la vie humaine d'un millier d'années. Je pris alors la liberté de citer l'illustre Flamel
qui possédait, dit-on, la pierre philosophale, et qui n'en est pas moins mort. Mon interlocuteur sourit de ma naïveté et me dit d'un air ironique « Pouvez-vous réellement croire cela ?» Non, mon ami, Flamel est bien vivant, ni lui, ni son épouse n'ont connu la mort. Il n'y a pas plus de 3 ans que je les ai vus pour la dernière fois en Inde. C'est l'un de mes beaux amis. En 1761, Flamel et Dampernel auraient été vus à l'Opéra de Paris. Plus tard, des rumeurs analogues circuleront à propos du comte de Saint-Germain, supposé lui aussi avoir découvert l'élixir de longue-vie. Mais l'alchimiste et son épouse n'ont pas fini de hanter les rues de leur ville. Au milieu du siècle dernier, ils rôdaient sur le boulevard du Temple, du moins si l'on en croit Nini Bresse. Vous vous demandez sans doute comment je peux être sûr qu'il s'agissait bien de Nicolas Flamel. Eh bien, je vous répondrai que j'ai passé bien des heures à la Bibliothèque nationale, penché sur le livre d'Abraham le Juif. Si vous regardez attentivement la 5e page, tout en bas, à droite, représenté parmi ceux qui cherchent l'or dans leur jardin, vous pourrez voir le visage qui me fixa ce soir-là sur le boulevard du Temple et qui n'a pas cessé depuis de hanter mes nuits. Le voyage de Nicolas Flamel est en réalité une allégorie donnant encore une partie du modus operandi de l'œuvre. Ce passage, au prix d'un malaise en Galice, il fait halte dans la ville de Léon, et de là, sur les conseils d'un marchand de Bologne, il aurait consulté un médecin juif, maître Conches, qui au cours de la conversation aurait manifesté des connaissances à cabale juive, telles que Flamel lui aurait montré les figures de son livre. Le médecin se serait alors exclamé qu'il s'agissait de l'œuvre perdue du rabbin Lach Mézaref, qu'on pensait définitivement détruite, et il aurait aussitôt proposé à Flamel de le raccompagner jusqu'à Paris. Mais au cours de route, il serait mort, non sans avoir ouvert les yeux et les portes de la science de Flamel. Cette allégorie est le récit à peine voilé de la mort de la matière première, qui est le point de départ véritable du magistère philosophal. Ce pèlerinage est sans doute cité par Flamel pour dire que l'œuvre ne peut se faire sans une initiation, et il est fort probable qu'elle nous montre que Nicolas, dans la réalité, rechercha cette initiation et l'a reçue d'un autre alchimiste, sous les traits de maître Conches.